Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents ici à Caen, soit physiquement, soit par le biais du live qu'on a mis en place. On voulait faire une présentation aujourd'hui d'un bilan carbone qui a été commandé par la classe et qui nous a semblé extrêmement important de pouvoir diffuser largement, tant auprès des membres de la classe qu'auprès de leurs partenaires, de façon à ce que tout le monde puisse s'approprier le résultat de cette étude qui nous paraît suffisamment intéressant pour qu'il soit largement commenté. Peut-être juste une petite introduction. Donc, la classe a été interpellée d'abord par des coureurs qui avaient comme philosophie, en tout cas comme point d'honneur, de faire en sorte que nos activités soient le moins polluantes possible et qu'elles respectent au mieux la planète, pour prendre un terme un peu générique. Et puis, on a également été interpellé par la Fédération française de voile, qui a organisé les assises l'année dernière sur ce qu'allait devenir la course au large en 2030. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a quand même un mouvement général qui nous a semblé devoir nous conduire à réaliser une étude pour savoir exactement, faire un bilan en fait, savoir exactement où nous en sommes, qui nous sommes et comment est-ce qu'on peut se situer tant dans l'univers de la course au large que peut-être dans l'univers sportif de manière générale. Pour cela, on a fait appel à une société qui s'appelle Green You Up, dont l'un des dirigeants et associé est Maxime Cauve, que certains d'entre vous connaissent puisqu'il a couru à 2 reprises la route du Rhum. Et on a également voulu bénéficier quand même d'une accréditation, de telle sorte que cette étude s'est faite sous le contrôle de la BPI, qui d'ailleurs est intervenue assez activement pour rectifier ou pour en tout cas jauger les différentes données et les méthodes d'évaluation qui ont été prises en compte pour arriver à notre bilan. Voilà. Donc, l'objet de cette réunion qui durera à peu près 1 heure, c'est de vous présenter le bilan, de répondre aux éventuelles questions et ensuite de diffuser bien ce bilan pour que vous puissiez vous l'approprier. Je vais laisser la parole à Maxime, qui est un expert en la matière, et j'interviendrai peut-être ponctuellement sur certains sujets lorsqu'ils me semblent intéressants. Voilà. Merci. Je t'encourage à m'interpeller quand il faut. Merci à tous d'être présents en ligne ou en présentiel. Ça se veut le plus interactif possible pour répondre aux questions. On a néanmoins une contrainte de timing assez stricte, donc il faudrait être un petit peu efficace. Et on va essayer de se focaliser sur les messages importants, dont certains ont déjà été beaucoup rappelés par Cédric. Donc ça sera en plusieurs phases. Déjà, pour respecter la méthodologie, parce que c'est important, c'est bien de faire un petit peu un rappel sur les enjeux énergétiques et climatiques, pourquoi des entreprises ou des associations s'engagent dans une démarche de bilan carbone et de décarbonation. Le processus de travail, comment on a travaillé, parce qu'il y a plein de méthodes possibles et on en a choisi une, on va vous expliquer pourquoi, les résultats, et puis ensuite ce qu'on peut faire à partir de ces résultats-là. Donc, les enjeux climatiques et énergétiques, j'enfonce probablement une porte ouverte, mais ce qui va sans dire aussi en le disant, on consomme de plus en plus d'énergie, de plus en plus vite. Quand on parle d'énergie décarbonée et renouvelable, c'est vrai et c'est bien, mais à date, en tout cas au niveau mondial, ça sert à décarboner de la croissance, mais ça ne décarbone pas notre économie et notre fonctionnement. Et on consomme jusqu'à 4 fois plus d'énergie que nos grands-parents. Donc c'est encore quelque chose qui s'accélère. Et comme on est dans le domaine énergétique, c'est des choses qui s'accumulent et qui ne s'annulent pas aussi facilement. Résultat, il fait de plus en plus chaud. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, il fait de plus en plus chaud et surtout, ça s'accélère. Et pour que ça ralentisse, ça va prendre beaucoup de temps. Et on a fait un petit focus, notamment sur le cas aujourd'hui. On parle beaucoup des plus 1,5 degrés. Est-ce qu'on y est vraiment ou pas? En fait, si vous regardez sur Caen, en fait, on y est déjà depuis une petite dizaine d'années, au plus 1,5 degré. L'Europe, en fait, elle est un des continents qui sera le plus préservé contre le dérèglement climatique, de par sa position, mais elle va être un de ceux qui va être le plus impacté. Donc en Europe, c'est là où il y aura peut-être le plus de variations de température par rapport à d'autres régions du globe. Mais heureusement, l'Europe reste très préservée, donc les catastrophes ne seront pas forcément en Europe, mais l'impact, il est déjà bien là.
On parle beaucoup des gaz à effet de serre, de l'effet de serre, etc. Il y a plusieurs gaz. Ça, pareil, je passe vite parce que je pense que vous connaissez tous. On parle beaucoup du CO2, mais il y a aussi le méthane et d'autres. Et pour le petit côté culture générale, quand on parle de CO2 équivalent, en fait, c'est une conversion de tous les gaz à effet de serre à un niveau de CO2. Donc, en fait, on parle du PRG, donc 1. Donc, 1 kg de CO2, c'est 1 kg de CO2 équivalent. Pour le méthane, c'est 30. Donc, 1 kg de méthane est égal à 30 kg de CO2 équivalent. Quand vous entendez ça dans la presse ou dans les dîners mondains, vous pourrez savoir à quoi ça représente. Et le CO2 est le principal gaz qui est lié aux activités humaines. On entend beaucoup que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau et c'est naturel. C'est vrai. Dans l'atmosphère, le principal gaz à effet de serre qui nous permet de vivre, c'est la vapeur d'eau. Mais l'effet de serre additionnel lié aux activités humaines est principalement lié aux émissions de CO2. C'est dans ce contexte que le gouvernement et l'Europe ont mis en place certaines actions avec les célèbres accords de Paris, qui sont plus ou moins remis en cause en fonction des années, avec une ambition assez forte de maintenir les températures moyennes en dessous de 2 degrés. Et on parle toujours de, si possible, 1,5 degré, mais comme on l'a vu sur le graphe juste avant, c'est quelque chose où c'était encore un projet, on va dire, il y a quelques années. Maintenant, plus personne n'en parle de ces 1,5 degrés, on est plus sur les 2 degrés. Donc il y a des normes qui apparaissent, il y a la CSRD au niveau européen, il y a des normes liées au bilan carbone, avec les entreprises de plus de 500 salariés qui sont obligées de faire un bilan carbone et de s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation. C'est dans ce cadre-là que tout est né, les bilans GES, la stratégie nationale bas carbone, etc., etc. Avec comme ambition de réduire l'empreinte carbone des Français et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On entend beaucoup parler, donc c'est-à-dire que nos émissions, il n'est pas question d'arrêter d'émettre du CO2, mais c'est que nos émissions soient conformes avec les capacités d'absorption de la planète. Dans ce cadre-là, la classe 40, elle avait un contexte, des motivations et des attentes. Donc la classe 40, c'est une association qui est en plein essor, qui a énormément de bons côtés d'un point de vue sportif, le nombre de bateaux, le nombre d'adhérents. On le voit aujourd'hui avec le nombre record de bateaux sur la Normandie Channel Race, et qui a un fonctionnement qui, par ADN, en fait, favorise la durée de vie des bateaux, la durée de vie des équipements. Et donc, il y a des cartes à jouer dans ce contexte-là qu'on a vu réglementaire juste avant. Néanmoins, c'est important de savoir où on se situe, c'est-à-dire en valeur absolue, par rapport aux autres environnements économiques et par rapport éventuellement aux autres classes. Et c'est aussi quelque chose où, comme disait Cédric en introduction, les partenaires ou la fédération demandent de plus en plus d'informations et de comptes sur ces sujets-là. Donc c'est important de pouvoir se positionner et d'apporter des mesures et des données fiables en termes d'émissions carbone. La méthode, donc très stricte du diag décarbonation, un BPI en fait finance une partie de ce bilan carbone, et donc pour inciter les entreprises et les organisations à le faire, et en contrepartie impose forcément une méthodologie et des étapes de processus, donc avec un cadrage, une collecte de données. Là-dessus, j'en profite pour bien remercier tous les adhérents qui ont été malheureusement pour eux sélectionnés pour fournir des informations précises sur lesquelles on a pu se baser pour extrapoler. Il y a eu beaucoup de disponibilité, beaucoup d'échanges, beaucoup de sincérité et de transparence. Donc, que ce soit ceux en ligne ou présents, j'en profite pour tous vous remercier. La production d'un bilan réglementaire, donc GES, gaz à effet de serre. Et dans toute méthodologie de bilan carbone, il y a un plan d'action. Et l'organisation doit se mettre en mise en transition. Une méthodologie bilan carbone interdit, entre guillemets, de juste faire un état des lieux et de dire, OK, c'est bon, je sais combien j'émets, et je passe à autre chose. Si tu fais ton bilan carbone, tu fais un plan d'action et tu t'engages dans une trajectoire. La méthode, en fait, il y a plein de façons de faire un bilan carbone. On a utilisé la méthode de l'ADEME, qui est la méthode reconnue en France et en Europe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va multiplier des données d'activité par rapport à des facteurs d'émission. Des données d'activité, ça peut être en fonction des trucs, ça peut être des kilomètres, ça peut être des kilowattheures, ça peut être des euros quand on n'a pas beaucoup de données. Et ça, on va les multiplier par rapport à ce qu'on a les facteurs d'émission. Donc, il y a une base de données de l'ADEME, mais on peut aussi calculer nos propres facteurs d'émission là-dessus. Et donc, c'est ce qui fait le CO2 lié à cette donnée d'activité. Par exemple, pour une voiture, la donnée d'activité va être des kilomètres.
ou des litres de carburant. Et on va associer le facteur d'émission qui va bien. Pareil pour l'électricité ou d'autres. Et quand on n'a pas de données très fiables, on va utiliser les achats. Donc, par exemple, c'est très dur de savoir combien coûte une centrale NKE, enfin combien le facteur d'émission d'une centrale NKE. Là, on n'a pas l'info suffisamment précise, etc. Donc là, on va prendre un truc plus générique sur le matériel électronique. Donc on dit que 1 000 € de matériel électronique, c'est tant de CO2. L'idée, c'est de les limiter le maximum, ce côté ratio monétaire. Ça, j'en ai parlé. Je ne reviens pas dessus. Quelques exemples en fait, de facteurs d'émission. Donc par kilowattheure, en fait, vous n'avez pas du tout le même facteur d'émission si c'est du fuel, du gaz naturel, de l'électricité ou du bois. Et ça, c'est les données pour la France. Ça va varier de pays en pays, notamment sur l'électricité, qui n'a pas du tout le même facteur d'émission en France, où on a une électricité qui est très bas carbone grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, que dans d'autres pays qui sont encore très sur le charbon, comme en Europe de l'Est, par exemple. Ce qui joue, normalement, doit beaucoup jouer dans les actions possibles, notamment sur l'électrification, les décisions d'équipement, etc., etc. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible et comme ça, on a les bonnes émissions associées. Pour les déplacements, ça, c'est bien, tout le monde... c'est souvent un sujet dans les dîners ou partout, etc., entre l'avion, la voiture, le bus. Pareil, en France, on a la chance d'avoir le TGV qui tue le game sur tous les déplacements. Et c'est intéressant de voir entre l'avion et la voiture où finalement, en fait, en relatif par kilomètre, c'est pas tellement différent. Parce que quand prennent l'avion, on entend souvent de plus en plus les pilotes qui disent en arrivant que on prend la consommation de kérosène et le nombre de passagers, que finalement on arrive à la consommation d'un scooter. C'est vrai, sauf qu'on ne va pas en scooter à Bali ou à New York. Donc en fait, le sujet de l'avion, il n'est pas tellement relatif, il est plus en valeur absolue de se permettre des voyages d'avion. Et l'autre truc intéressant, c'est entre la voiture, ça n'a rien à voir forcément si la voiture elle est remplie ou si vous êtes tout seul dedans. À partir de là, on fait ce qu'on appelle une cartographie des flux. Donc, on va identifier tout le fonctionnement et le périmètre d'analyse de l'organisation, donc de la classe 40 ici, avec ses flux en amont, ses achats, son matériel, ses déplacements, et puis ces flux, ce qu'on appelle les flux aval, donc tout ce qui va être utilisé par ceux qui adhèrent à la classe. Donc, dans le cas d'une entreprise, ça va être des clients. Donc, dans la classe, ça va être les adhérents. Et donc, principalement ici, la classe 40, en fait, elle met à disposition des règles, un calendrier, des infrastructures qui permettent à des coureurs d'utiliser ce calendrier pour vivre de leur passion et proposer à leurs sponsors des retombées. Et donc, on va isoler chaque flux et à ça, on va prendre les bonnes données, des données d'activité ou des données monétaires et y associer des facteurs d'émission. Et on s'est basé sur l'année 2023. Pourquoi 2023 ? Parce qu'on a commencé le bilan en 2024, donc on n'avait pas les données totales 2024. Et 2023 est une année assez, on va dire, représentative, parce que c'est une année avec une Jacques Vabre qui pourrait être comparée avec une année avec une Route du Rhum, par exemple, là où 2024 était une année un petit peu plus atypique. Les résultats. Donc la classe 40 a émis en 2023 1899 tonnes de CO2 équivalent. Donc, si on prend ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'équivalent de l'émission de 200 Français. En France, on est globalement un petit peu en dessous de 10 tonnes. Mais en fait, ça, c'est pour le côté, c'est beaucoup, il faut faire attention. Mais si on se compare par rapport à d'autres domaines, on va dire plus comparables avec la classe 40, sinon, c'est l'équivalent que de 2 concerts de 50 000 personnes ou d'un match de Ligue 1 au Parc des Princes. C'est une donnée déjà qu'on peut plus comparer et qui peut être intéressante, notamment dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos partenaires, parce que souvent les partenaires avec qui vous adressez, c'est pas ceux qui hésitent à aller en Formule 1 ou à prendre un sponsor maillot de Ligue des Champions. Mais par contre, ça peut être, moi j'ai déjà eu le cas, c'est des gens qui hésitent avec une loge Roland-Garros ou une loge dans un stade de province ou à Paris. Et là, en fait, dans leur décision, le côté un peu RSE, ils rentrent de plus en plus en compte. Et c'est intéressant de pouvoir le comparer. Alors, ça, c'est le résultat global, il est intéressant parce que effectivement, quand on parle au commun des mortels de ce que la classe a sur une année fiscale un impact de 1899 tonnes, ça ne dit pas grand-chose à grand monde, quoi. Puisqu'on parlait de Roland-Garros, l'impact carbone de la classe pour 50 teams pendant un an, ça correspond à 2h30 d'une journée de Roland-Garros. Donc, il faut vraiment, là, pour le coup, on commence à attaquer un petit peu dans le dur.
et c'était l'objet, en tout cas c'était l'espérance qu'on avait en faisant cette étude, puisque avec tout le mal qu'on se donnait pour essayer de maîtriser les coûts, on se disait quand même qu'on devrait bien pouvoir en ressortir quelque chose, un élément positif, eh bien, on est extrêmement vertueux. Voilà. On est vraiment une classe qui est très vertueuse, et ces 1899 tonnes, encore une fois, on a essayé de le comparer. Bon, alors, on peut se dire, l'émission annuelle de 200 Français, ça fait beaucoup. En fait, non, parce que c'est quand même 50 bateaux, c'est 38 tonnes en moyenne par bateau, c'est-à-dire la consommation annuelle de 3,8 Français. Chaque Français, c'est 10 tonnes de carbone par an. Donc on est vraiment dans des normes qui sont extrêmement acceptables. Et en plus, on le verra après, on a quelques leviers très intéressants qui vont nous permettre de encore diminuer ce bilan. Donc le chiffre à retenir, c'est qu'on est à 1800, on est à 1900 tonnes, grosso modo, et que c'est moins qu'un match de foot de Ligue 1. Et nous, on fait ça pendant un an et on a 50 bateaux avec des teams. Grosso modo, c'est un écosystème d'un petit millier de personnes qui, en faisant une activité sportive qui permet de mettre en valeur des partenaires, qui permet de faire un certain nombre de choses très intéressantes, a fait ça tout en étant relativement vertueux pour la planète. On a dit au départ qu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 500 personnes devaient faire leur bilan carbone. Les entreprises de 500 personnes, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont partenaires de la classe. Eh bien, ça veut dire que dans leur bilan carbone, lorsqu'elles vont compter, lorsqu'elles vont comptabiliser l'investissement qu'elles ont fait dans leur partenariat sportif, elles vont avoir des chiffres qui sont là aussi très peu dégradants. Et ce qui est, à mon avis, un élément clé dans la communication que vous pouvez avoir dans vos recherches de partenariat. Il ne s'agit pas forcément de se comparer aux autres, mais en tout cas, je pense que parmi tous les autres intervenants de la course au large, on est sans doute le plus vertueux en termes d'impact. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le chiffre, et on va voir comment est-ce que ça se détaille derrière, et on va voir comment est-ce qu'on peut éventuellement encore baisser ce niveau d'impact de façon très significative. Tu as raison de relever le point vis-à-vis de vos sponsors et pas uniquement de la recherche de partenaires. Moi, je le vois bien avec les clients, on va dire, plus classiques des entreprises. On fait beaucoup de bilan carbone d'entreprises de taille intermédiaire qui, en fait, ont besoin de cette information-là parce qu'en fait, leur donneur d'ordre, c'est des grands groupes. Et donc, si elles veulent être référencées par ces entreprises-là, il y a toute une checklist d'informations qui donne lieu à une notation. Et avant, la RSE, c'était, tu disais que tu avais une poubelle jaune et c'était bon. Et maintenant, en fait, la donnée de bilan carbone est importante. Et il faut que ça soit un chiffre et il faut qu'il soit certifié via un rapport. Donc, de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas obligées parce qu'elles sont en dessous de 500 salariés le font quand même parce que sinon, elles n'ont pas accès à des marchés. Et je pense que de plus en plus, en fait, avec le sponsoring, ça peut être une question qui peut vous être amenée. Et donc, peut-être que jusqu'à maintenant, vous disiez la voile, c'est vertueux, c'est le vent et c'est la mer. Aujourd'hui, vous allez pouvoir donner un chiffre qui est certifié et qui est bien moindre que d'autres. Qui est celui-là. Chacune des équipes, en moyenne, c'est 38 tonnes. Votre chiffre à vous, c'est 38 tonnes, ce qui est assez faible. Voilà, exactement. Si on reprend la cartographie des flux qu'on a montré tout à l'heure, en fait, on va le voir encore plus précisément dans le graphe juste après, c'est que finalement, le fonctionnement de la classe, Vanessa et le conseil d'administration, c'est pas grand-chose, c'est même rien du tout. L'essentiel en fait de l'empreinte, c'est l'utilisation, c'est le fonctionnement des teams avec les déplacements, les bateaux, etc. Et un seul, on va dire, flux amont significatif qui est là, qui représente 5,7%. C'est là où on a mis l'organisation des courses. Donc principalement sur l'année 2023, c'est principalement la Transat Jacques Vabre. Et donc là, en fait, la classe 40, elle utilise une organisation, quelque chose, donc c'est bien un flux amont et qui a ses propres émissions, et on va le voir juste après. Et on le voit mieux, du coup, dans ce graphique-là. Donc là, on retrouve les 1899 tonnes. Comment elles se répartissent? En fait, c'est 42% les teams, on va détailler derrière, 27% l'empreinte des bateaux, donc de la construction des bateaux et du matériel utilisé sur la durée de vie du bateau. Donc en fait, c'est l'empreinte annuelle de la construction des bateaux, et 25% qui vont être sur les retours cargo. On va aussi en parler. C'est à la fois un poste structurant, mais comme le disait Cédric, c'est sur quelque chose, il y a finalement un gros levier. Donc en fait, c'est à la fois structurant et encourageant. Si maintenant ouais. Il y a un slide dédié, si tu veux. Non, mais la question est très pertinente, il y a un slide dédié. Ce qui est intéressant, c'est que 2023, c'est une année où il y a pas mal de bateaux qui ont été construits. Oui.
Et en fait, si on resplit en fait, ces 1899 tonnes en isolant, on va dire, les usages qui peuvent être communs à plusieurs postes, donc notamment les déplacements, où il y a des déplacements pour la classe et des déplacements pour les teams, et en fait, on retrouve que, et ça c'est cohérent avec les autres classes, c'est cohérent avec les bilans carbone des courses comme la Jacques Vabre, la Route du Rhum, etc. La majorité de l'empreinte, finalement, là, c'est plus on va dire, les teams en tant que tels, mais c'est les déplacements qui représentent finalement 40% du bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de déplacements et parce qu'il y a beaucoup d'avions. Et on le verra, l'année 2023 a été assez, on va dire, propice aux déplacements en avion. Donc, il est probable que les années d'après, ça ne soit pas le même. Mais au moins, ça donne une V0. Et on retrouve les 5% pour la course. Donc, poste par poste. Donc, ça, bientôt, on va arriver à ta question. Si on part du plus grand au plus petit, donc le premier, c'est les déplacements. Donc, on retrouve les 755 tonnes, 40% du bilan. Et en fait, on voit ici que en fait, sur ces 754 tonnes, il y a les 647 qui sont liés à l'avion. En fait, j'ai refait les calculs plusieurs fois, etc. Mais on est entre 3,5 millions et 4 millions de kilomètres en avion. Alors, pour rappel, en 2023, il y a une Jacques Vabre qui, en plus, il y a eu une escale à Lorient, donc il y a eu quelques déplacements. Là, pour le coup, c'est assez anecdotique, mais ça a rajouté quand même quelques déplacements. Il y a des Sables Horta et il y a eu en début de saison un défi atlantique. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de sujets d'aller-retour, sachant que dans le défi atlantique, il y a une escale aux Açores aussi. Donc c'est ce que je mets ici. La calendrier 2023, c'est quelque chose où c'est normal que la barque soit assez chargée sur le côté déplacement. Mais le fait est, après, c'est pareil pour toutes les autres classes. Le déplacement, c'est pour ça que la classe mini parlait des familles aux arrivées, etc. Je crois que les Ocean 50, c'est un peu le même constat, c'est beaucoup les déplacements. Donc, il n'y a rien d'anormal par rapport à ça. Je remets un petit peu en truc, c'est qu'un aller-retour transatlantique, c'est entre 1,5 tonne et 2 tonnes par personne en avion. Ça vous donne une petite idée. Sur les bateaux, on va prendre à ta question. Ce qu'on a fait, donc sur les bateaux, on a eu une difficulté, c'est quand même d'avoir l'empreinte carbone de la construction d'un bateau fiable. On est encore en train de travailler dessus. Donc là, c'est quelque chose, les 85 tonnes, c'est quelque chose sur lequel on a une grosse part d'incertitude, qui est un peu commune à tout le bilan en carbone. Déjà, quand c'est une V1 d'un bilan, il y a forcément beaucoup d'incertitudes. Un bilan carbone, n'importe quoi, s'il est en dessous de 25% d'incertitude, c'est qu'il est faux. C'est normal d'avoir énormément d'incertitudes. Là, sur le bilan carbone à la 40, on est à 35%. Sur le bateau, on estime qu'on est à 25%. Donc, on est parti sur 85 tonnes. Et donc, pour répondre à ta question, on a considéré que ça avait une durée de vie de 10 ans. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on fait le bilan carbone de la classe 40. Et donc, en fait, on va parler de la durée de vie sportive des bateaux. Parce que sinon, on pourrait, à part 2 bateaux qu'on coulait, on pourrait dire qu'un bateau, on pourrait l'amortir sur 20 ans, 25 ans, pourquoi pas plus. Ce qui fait que, en fait, finalement, quelqu'un qui construit un nouveau bateau tous les ans, il a la même empreinte carbone que celui qui garde son bateau. Donc, dans une logique d'essayer de respecter un petit peu l'ADN de la classe et ce pourquoi, en fait, on fait des nouveaux bateaux et à ce à quoi ils sont donnés, c'est important de leur donner une durée de vie quand même assez raisonnable. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on n'a pas fait une décote linéaire sur l'amortissement de cette durée, de cette construction, sur les 10 ans. On a fait quelque chose de dégressif en considérant que la majorité des bateaux, quand ils étaient construits pour un cycle de 4 ans. Parce qu'en fait, souvent, c'est de route du Rhum à route du Rhum. Et après, si c'est des teams ou des skippers qui veulent être compétitifs, c'est rare qu'ils gardent leur bateau sur un deuxième cycle. Donc, c'est pareil, ça, c'était important de le matérialiser. Donc, on va amortir en fait 75% de la construction du bateau sur les 4 premières années et le reste sur les 6 dernières. Et s'il y a des bateaux qui courent et qui ont plus de 10 ans, comme certains ici, eux, ils sont neutres, on va dire, en carbone, parce que le carbone a été amorti avant. C'est un parti pris, peut-être que d'autres classes n'ont pas fait le même. C'est assez défensif, c'est ce que je mets ici, parce qu'en fait, on aurait pu être à fond pas dans le greenwashing, mais on peut être beaucoup plus agressif, et d'un point de vue méthodologique, on n'aurait rien eu à nous reprocher. Après, pourquoi on fait un bilan carbone? Est-ce que c'est pour en faire quelque chose ou c'est juste pour de l'affichage? L'idée, c'est quand même de pouvoir en faire quelque chose. Donc, on a choisi cette méthode. Je pense que ça, c'est un chiffre clé et que s'il y a d'autres bilans qui sont faits par d'autres classes, c'est vraiment un élément qu'il faudra analyser dans les autres bilans. Sur l'empreinte du bateau, sur les 85 tonnes, il y a quand même une espèce de consensus par rapport à ça.
avec évidemment le niveau qu'il peut y avoir pour faire ce calcul, mais a priori, on est plutôt bon. Ce qui est intéressant, c'est que nous, donc, on a pris vraiment des hypothèses extrêmement agressives. Donc, quelque part, on en prend plein la figure les 4 premières années. Si vous faites ça sur 20 ans, c'est plus du tout la même limonade. Et l'étude, quand même pour information, a concerné 51 bateaux en 2023. Voilà. Donc là-dessus, on a dit on va se faire mal et on l'a fait. D'ailleurs, ça a été validé par la BPI. Et ça sera intéressant de voir ce que vont faire les autres classes et sur quel niveau d'année elles vont amortir leurs bateaux, sachant qu'on a une partie qui est vraiment importante les 4 premières années et qu'ensuite on est sur du linéaire sur les 6 années suivantes. Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, ça vient charger la mule en 2023 parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de construction de bateaux, qu'on voit beaucoup de récents, et avec les FESCO, plus les partis pris architecturaux. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, par exemple, c'est que, alors ça, je parle de mémoire, mais je crois que c'est ça, c'est qu'il y a un rapport de 1 à 9 entre la fibre de verre et le carbone. Donc, intrinsèquement, par les matériaux choisis et la durée de vie sportive des bateaux, où en classe 40, ça a été l'ADN depuis le début. C'est pour ça que la jauge architecturale, etc., c'est assez strict pour que les bateaux ils restent compétitifs le plus longtemps possible. Ça, c'est une spécificité de la classe 40. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas s'améliorer, mais c'est quand même quelque chose où on peut en être fier et ça vaut le coup de communiquer dessus aussi. Exactement. Et alors, on compare un petit peu des cheveux et des carottes parce qu'on compare du neuf avec de l'annuel. Mais bon, le chiffre se ressemble, donc on peut le souhaiter. C'est qu'en prenant 49 bateaux, et leur empreinte annuelle, ça fait 500 tonnes, ce qui est finalement inférieur à la construction d'un IMOCA actuel. C'est un peu tiré par les cheveux en termes de comparaison. Mais bon, vu que les chiffres se ressemblaient, sachant que c'est peut-être même un peu au-dessus, ça, avec les feuilles qui sont renouvelées. Oui, parce que la classe, été voir les chiffres du Vendée, aujourd'hui, ils communiquent sur 600 tonnes pour un IMOCA neuf. Le retour cargo, alors ça, pareil, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus parce qu'en fait, c'est hyper dur à quantifier. Donc, pour rappeler comment c'était fait, il y a trois types d'études qui ont été faites. Il y a Carbone 4, le célèbre cabinet de Jean Covici, qui avait fait une étude pour la route du Rhum. Il est arrivé à 48 tonnes de CO2 par classe 40. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'en 2 trajets cargo, vous avez consommé autant que pour la construction d'un bateau, si c'est 85 tonnes. Il y avait des coureurs, des associations comme la Vague, etc., qui avaient fait certaines études. Ils arrivaient à 30 tonnes en se basant uniquement sur le carburant et des trajets moyens. Moi, j'ai essayé avec Renew Up, on a essayé d'être plus granulaire, hein, de prendre un peu les caractéristiques vraiment du bateau, d'essayer quand même de nuancer certaines choses sur le trajet du bateau qui prend quand même d'autres frettes, l'empreinte vraiment du bateau au sol par rapport à des containers. Moi, j'arrive plutôt à 16 tonnes, donc c'est bien inférieur. Pareil, là, on sait qu'on avait pris une moyenne aux alentours de 30 tonnes. Et là, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça soit 16 tonnes, 30 tonnes ou 48 tonnes, en fait, on arrive à quelque chose de ultra significatif pour seulement 15 bateaux, en fait, en 2023. Donc, c'est là où cette donnée, elle est intéressante parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois hyper structurant, mais à la fois, finalement, un élément où il y a un gros levier. Et déjà, avec la Jacques Vabre, la Transat Café L'Or de cette année, ça a changé parce que les règles sont plus strictes. Mais voilà. Et un autre biais, parce que là j'insiste là-dessus, parce que pour le nuancer, c'est que ça c'est sur le cargo. Mais en fait, si vous ne rentrez pas en cargo, vous utilisez des voiles, vous usez votre bateau, vous allez faire des allers-retours en avion pour vos équipiers, etc. Ça vient, en fait, si on annule le cargo, on n'économise pas 470 tonnes. Ça, on est très conscient là-dessus et il faut l'être. Et donc, dans les actions qui vont être prises pour essayer d'éviter les retours en cargo, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège inverse, de faire juste que si on évite le cargo, on est bon, parce qu'on peut vite tomber dans des extrêmes, à user, à flinguer des jeux de voile quasi neufs, etc. Et un jeu de voile, en fait, ça peut être 12 tonnes de CO2. Déjà. Donc en fait, si un jeu de voile qui peut vous durer 2 ans, parce que vous faites le retour avec et que ça fond, et ben en fait finalement on a bien réduit l'impact pour rien. La question du retour cargo, c'est vrai que c'est un vrai sujet sur lequel on est assez fréquemment interpellé et avec un peu de radicalité sur la question. C'est-à-dire que on dit le retour cargo est forcément beaucoup plus pénalisant, ce qui sur le papier peut paraître vrai. Ce qui était intéressant, je trouve là, dans l'étude qui a été faite, d'abord c'est peut-être de tempérer un peu les chiffres qui ont été donnés, même si on a pris des données finalement qui sont supérieures à l'étude. Nous, on avait retenu 16 tonnes, mais on a quand même retenu 30 tonnes, là encore pour être relativement agressif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout d'avoir réussi à quantifier
chantier, ça n'a pas été simple. Et d'ailleurs, là, il y a un gros degré d'incertitude parce que les voiliers ne communiquent pas forcément très bien là-dessus, mais de savoir ce que c'est, quelle est l'empreinte d'un jeu de voile, quoi. Et on arrive entre 12 et 18 tonnes. Donc, quand vous prenez les 6 tonnes de retour, les 18 tonnes de voile et le gire additionnel du matériel, finalement, la question peut se poser. Pour ce qui concerne la classe, on le verra tout à l'heure, mais nous, de toute manière, on a arrêté d'organiser les retours cargo. C'est clair, c'est une décision qui a été prise. En plus, ça nous fait économiser beaucoup de temps, donc c'est parfait. Et on ne se voit pas aujourd'hui étant promoteur et affréteur de cargo pour transporter des classes 40. On verra de quelle méthode on utilise pour ça. Mais la question, en tout cas, n'était pas aussi binaire et aussi simple que ça, de savoir s'il y a un retour cargo ou parce que tout dépendait de quel type de cargo, si on surchargeait les bateaux, quels étaient les trajets des cargos. Enfin, il y a énormément de données qui rentrent en ligne de compte et donc la chose méritait d'être étudiée. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ces 473 tonnes de CO2, on peut, à un moment donné, les éliminer partiellement, ce qui représente quand même quasiment 25% de notre empreinte. Donc là, on a un vrai levier d'action. Et je fais une petite digression sur les voiles parce qu'il n'y a pas de slide dédié. Quand on a fait l'étude spécifique pour les teams, donc on a catégorisé les teams en, on va dire, team structuré, team intermédiaire et team amateur. Là-dessus, on en a sélectionné quelques-uns qu'on a pas mal emmerdé pour demander pas mal d'infos sur le matériel, les déplacements, les voiles, etc. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme différence. Enfin, c'est pas du tout corrélé entre l'âge des voiles et les résultats sportifs. Alors c'est pareil pour la consommation satellite ou autre chose, que en fait il y a des teams qui font beaucoup de podiums, y compris de championnat, qui ont des voiles beaucoup plus anciennes que des teams qui renouvellent leurs voiles beaucoup tous les ans et qui font pas les mêmes résultats. Et c'est pas que lié au bateau. Et donc à mon avis, il y a des petites séances de travail à faire là-dessus parce que c'est une grosse empreinte, il y a beaucoup d'incertitudes. Et pour le coup, ça va dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que dans un bilan carbone, tout est sur la durée de vie. Grosso modo, tout est sur la durée de vie. Plus vous augmentez la durée de vie des choses, plus vous diminuez votre bilan carbone, et donc y compris sur les voiles. Et si on prend un avis personnel, par exemple pour les retours à la voile, moi je serais d'avis à promouvoir l'utilisation d'un jeu de voile éprouvé, même si c'est pour un défi atlantique ou un truc, parce que défi atlantique, c'est une belle course et il faut qu'elle perdure. Mais en fait, il y a aussi un enjeu derrière. Et on a tous dans nos entrepôts, dans nos hangars, dans le container, des jeux de voile qu'on ne veut plus utiliser pour les top courses de la saison, mais qui sont encore probablement très très bien pour d'autres utilisations. Ouais. Oui, alors ça j'ai pensé, mais ça pour le coup, si elles sont délatées et pliées, je pense que toutes les voiles du Jacques Vabre, ça rentre dans un container de 20 pieds, je pense, à mon avis. Et là, pour le coup, excuse-moi, je te coupe, si c'est dans un container, l'empreinte carbone du fret, elle est très, 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 très faible. Ce qui fait la grosse empreinte du cargo pour les bateaux, c'est qu'en fait, les bateaux, ils font 5 tonnes, mais ils prennent la place de 6 ou 8 containers qui, eux, peuvent prendre 25 tonnes de fret. En fait, il est là l'énorme biais et la grosse empreinte carbone du cargo pour les bateaux. Si c'est dans un container, toi, Xavier Macaire, il a ramené son bateau sur une ligne commerciale, donc entre des containers, et du coup, son empreinte, elle est de 8 tonnes, 7 tonnes, en fait. Sur ce sujet-là, précisément, on est en train de réfléchir aussi à l'idée, éventuellement, de pouvoir proposer aux adhérents un jeu de voile de convoyage avec des coûts extrêmement faibles. Moi, je suis assez convaincu que si on arrivait à sortir des prix de jeux de voile, grand voile J1, pour moins de 5 000 € et qui soient dans des matériaux extrêmement durables, eh bien, on pourrait décider de faire des convoyages avec des voiles de ce type-là et qui durent dans le temps et qui sont pas forcément très performantes parce que le sujet du convoyage retour, il n'est pas, ou du convoyage aller pour aller à un endroit d'un point A à un point B, c'est pas forcément un sujet de performance, sauf si on le fait en entraînement. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir, de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement pondre une offre de jeu de voile qui coûte vraiment pas cher du tout, qui puisse durer dans le temps et qui permette juste de réaliser des convoyages. Je crois qu'il y a certains d'entre vous, notamment dans les top teams très, très performants, qui se donnent la peine de changer leur J1 quand ils font un convoyage. Alors ça prend du temps, ça prend 3 heures, etc., et d'utiliser des voiles anciennes parce que justement par souci d'économie. Et cette économie, manifestement, elle est payante parce qu'en plus, c'est des bateaux qui gagnent des courses. Voilà.
Donc là, il y a une réflexion à avoir, il y a peut-être aussi des habitudes à prendre, et après ça, tu as raison, pour le transport, ça peut... Mais ça aussi, les problèmes de transport de matériel, c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir. Dernier poste significatif, c'est les courses. Donc principalement en 2023, principalement la Jacques Vabre. L'approche qu'on a retenue, c'est qu'on a pris les données du bilan carbone de la Transat Jacques Vabre, ce qu'on s'appelait comme ça à l'époque, donc c'est 8000 tonnes. Et donc là, ce qu'on a fait, et ça a été validé par nos tuteurs de l'ADEME et de la BPI, etc., c'est qu'au lieu de diviser finalement cette empreinte par le nombre de bateaux, ce qu'on pourrait dire que c'est comme ça, en fait, on a plutôt pris une approche budgétaire. C'est-à-dire qu'on a considéré que, parce que dans une course, la majorité de l'empreinte, c'est sur le déplacement du public, des partenaires, des teams. Et bien, en fait, on a considéré que, en fait, on ne va pas dire qu'un ultime, il peut partager la même empreinte carbone qu'un classe 40. Donc, on a pris une approche par les budgets, en prenant des budgets moyens par catégorie de bateaux, qui sont issus d'un rapport qui a été émis par Lorient Grand Large. Donc, pareil, je pense que là, on surestime un petit peu en prenant 300 000 € de budget moyen pour la classe 40. On surestime probablement beaucoup, donc ça charge la mule de la classe 40. Mais bon, au moins, on part d'une donnée rationnelle. Et ensuite, avec le nombre de participants, on arrive à un budget total et on divise ces 8000 tonnes par chaque euro de budget, on réaffecte à la catégorie. Ce qui fait que pour la classe 40, qui représentait quasiment 50% des participants, et ben en fait, on arrive à finalement un peu moins de 10% de l'empreinte carbone. Moi, je pense que cette approche, elle a du sens parce qu'elle matérialise un petit peu bien comment dire, l'ADN de la classe, où c'est très raisonnable, que ce soit pour les déplacements, la venue des partenaires, de par les budgets, mais aussi sur l'eau, les déplacements des teams à l'arrivée, etc. Donc en fait, on arrive à 790 tonnes pour la classe 40, auquel on va soustraire déjà tout ce qu'on a pris en compte de notre côté, donc les déplacements, les retours cargo, etc., qui étaient dans le bilan carbone de la Jacques Vabre, et on arrive à une centaine de tonnes, avec du coup beaucoup d'incertitudes là-dessus, une centaine de tonnes pour la classe 40. Alors moi, j'adore ce slide parce que parmi les discussions qu'on a, on a quand même toujours des discussions un peu tendues avec les organisateurs, enfin avec certains organisateurs. Et c'est quand même génial de se dire qu'on représente la moitié de la flotte des grandes courses et qu'on a une empreinte qui est inférieure à 10%, quoi. Alors, comme on nous bassine toute la journée sur le RSE, le développement durable, etc., que souvenez-vous, pour la route du Rhum, il était même question qu'on tempère les qualifications en fonction du bilan RSE des bateaux. Enfin, nous, là, on a un vrai argument à mettre en avant vis-à-vis des organisateurs, c'est que non seulement on a un plateau de bateaux très compétitif avec des marins qui sont reconnus, etc., mais en plus, on contribue à améliorer de façon plus que significative le bilan carbone. Et ça, c'est aussi un élément que vous pouvez faire valoir. C'est vraiment des items qui sont très simples à utiliser. C'est-à-dire que auprès de vos partenaires, de dire que la classe 40, elle a une empreinte carbone qui est inférieure à 10%, alors qu'elle représente quasiment 50% du plateau sportif. Donc, à utiliser, à communiquer, bien évidemment, et à faire savoir aux organisateurs de façon à ce qu'ils nous réservent un petit peu plus de place parfois que ce qu'ils font. Je pense notamment aux organisateurs de la Route du Rhum. Ça leur ferait pas mal de nous donner 10 bateaux de plus, et en termes RSE, ça changerait pas grand-chose. Voilà. Et je le dis avec toute la conviction et la pugnacité que j'ai sur le sujet, parce que c'est vrai que, de même qu'on va faire une étude de notoriété de la marque Classe 40 pour leur montrer un petit peu ce qu'on représente dans le milieu de la course au large, qui est en train d'être faite, eh bien, en tout cas, en termes de développement durable, on est tout bien et on doit être fier de le dire. Voilà. Et enfin, sur les autres postes, c'est plus anecdotique, je vais passer très vite. Il y a plein de trucs qu'on a mis en non significatif, que ça n'a pas trop d'intérêt et on ne peut pas en faire grand-chose et les impacts sont faibles. Le truc qui est rigolo, entre guillemets, c'est que le guide qu'on reçoit en papier chaque année, finalement, il a une empreinte pas neutre. Parce que le papier, c'est cher, les catalogues, c'est cher, donc ça fait quand même 2 tonnes de CO2 équivalent. Donc, c'est plus pour l'information. Vous en faites ça, c'est pas très rigolo parce que moi, j'étais plutôt attaché au guide papier et que c'est une discussion qu'on a avec le conseil d'administration et moi, que je suis un vieux de la vieille, je voulais garder ce truc-là. C'est vrai que, je ne sais pas si on l'a dit, mais la classe en elle-même, uniquement le fonctionnement de la classe, c'est 14 tonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment
On peut remercier Vanessa pour tous les efforts qu'elle peut faire, elle est très sensibilisée au sujet. Mais sur les 14 tonnes, on a 2 tonnes qui résultent uniquement du guide. Alors, est-ce qu'on garde ce guide ou est-ce qu'on ne le garde pas? C'est un outil de communication, c'est un moyen, c'est aussi quelque chose qui est pratique. C'est vrai que tout le monde maintenant est un peu numérique. Je pense que ça sera un sujet qui va forcément faire débat dans les prochains mois, mais moi je militerai pour que ça. On ne peut pas non plus tout éliminer. Je militerai pour que ça soit conservé, mais bon, la question peut se poser. Voilà. Et enfin, sur les résultats, je termine sur ce qu'on appelle une analyse de vulnérabilité. C'est assez intéressant. Donc, avec les logiciels avec lesquels on a à disposition, on peut un peu, une fois qu'on a étudié le fonctionnement de la classe, on peut un peu projeter ça sur le futur en fonction de la variation de certaines variables, et notamment le prix du pétrole ou des impacts fiscaux. Alors, ce n'est pas des calculs uniquement linéaires, des extrapolations linéaires. Ça reprend vraiment tous les postes et on peut faire des projections. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2023, le prix du baril, c'était $82. Et on fait des projections, il va a priori augmenter, même si là, il baisse un peu, entre 115, 150 et $200, ce qui est le prix attendu en 2030, et voir quels sont les impacts pour la classe. Et dans le dernier poste, c'est une taxe GES, ce qui est quand même prévu pour 2030, à 100 € la tonne. Qu'est-ce que ça donne? Et là, en fait, finalement, le résultat, il est assez encourageant, parce que le fait du fonctionnement de la classe, plutôt raisonnable, finalement, ça la rend assez pérenne et assez résiliente par rapport à ces variables. Et là, alors je ne veux pas opposer les classes, parce que je pense qu'on rêve tous, on a tous envie de faire de l'IMOCA aussi, etc. Donc le but, c'est pas de... Mais je sais qu'il y a eu une conférence sur l'IMOCA, où notamment un expert carbone, bien plus capé que moi, je pense, disait que le fonctionnement actuel de l'IMOCA les rendait très, très vulnérables. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'innovations sur des matériaux qui étaient très sensibles à la hausse des prix. Et qu'en fait, finalement, il montrait des courbes qui allaient se rejoindre en disant, en fait, vous vous rapprochez de plus en plus d'un point de collapsologie où, en fait, à un moment donné, ça ira plus et les teams pourront plus se permettre de continuer en avant. Là où la classe, finalement, même si les montants ils peuvent paraître importants, dans l'ADN de la classe, les matériaux utilisés, le fonctionnement des teams et des projets, rendent plutôt pérenne. Et ça, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui est à promouvoir aussi auprès de votre écosystème, vos partenaires, etc. Ouais, là, la question, elle est cruciale, parce que la question est de savoir, est-ce que dans 20 ans, la classe existera encore quand on prend les perspectives d'augmentation du coût des matières premières? Bon. Et la réponse, elle est oui. Ça veut dire que notre modèle, tel qu'il a été conçu et tel qu'il est pensé, il fonctionne. Parce que lorsque le coût du baril sera à $200, le coût supplémentaire pour tous les bateaux de toute la classe, donc en masse, ça sera 407 000 €. Ce qui est assumable si vous divisez ce prix-là par 50 bateaux ou pour 60 bateaux. Sachant que tu as 25% qui sont sur le cargo. Et qu'on a 25% qui sont sur le cargo. Donc ça veut dire que c'est hyper important. C'est-à-dire que nous, tel que c'est conçu, on existera encore. On ne va pas être impacté par ça. Parce qu'on aura toujours des sponsors qui seront capables de rajouter un tout petit peu pour pouvoir assumer cette augmentation des coûts. Il y a d'autres classes où, en fait, peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus de sponsors pour payer les bateaux, tellement ça va devenir très, 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 très cher, parce que, ils sont dans la haute technologie, et là, pour le coup, c'est un parti pris, et il n'y a pas de critique par rapport à ça. Mais en tout cas, il peut y avoir un peu de souci à se faire. Nous, là-dessus, si on conserve notre modèle, a priori, on existe encore dans 20 ans, et ça, c'est quand même plutôt rassurant. Et c'était aussi l'un des buts de cette étude, c'était de savoir un peu où on se situait par rapport à tout ça. En conclusion, pour améliorer, on va dire, l'élaboration du bilan, parce qu'il y a une grosse part d'incertitude, et l'idée, c'est que ça s'améliore au fil du temps. Il va falloir qu'on ait des informations de plus en plus précises, notamment des fournisseurs sur l'empreinte carbone, parce que la classe 40 et la course au large, de manière générale, c'est quand même un secteur qui est assez spécifique. Et donc, on ne peut pas, dans la base ADEME des facteurs d'émission, il n'y a pas tous les matériaux qui sont utilisés pour la construction d'un bateau et pour son amélioration. Et enfin, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre à disposition des teams des calculettes CO2 qui vont être assez simples d'utilisation, basiques dans le bon sens du terme, qui vont permettre à chaque team quand ils élaborent leur budget ou leur fonctionnement, au moins d'avoir cette information-là, d'en faire ce qu'il voudra. Et après, petit à petit, peut-être qu'il y aura des best practices qui pourront naître. Peut-être que c'est des choses où chaque team voudra communiquer. On verra, mais au moins, ça sera un outil qui sera à la disposition des teams et vous en ferez ce que vous voudrez. Et surtout, en fait, on pourra utiliser cette information-là qui sera remplie au fil de l'eau pour les bilans futurs.
Ça, je vais passer assez vite parce qu'on en a beaucoup parlé. Et enfin, comme on l'a dit dans la dernière phase, quand on fait un bilan carbone, il y a un plan d'action dans lequel on veut s'engager. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, mais les pistes, en fait, avec la quantification des actions, les pistes d'action, bon, il y a les retours cargo, on en a parlé. Il y a imposer le matériel éprouvé pour les retours, on en a parlé notamment pour les voiles. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'attarder. Il ne faut pas tomber dans le piège on annule le retour cargo et en fait, on crée un effet rebond sur d'autres sujets derrière. C'est pas le sens de l'histoire. Et surtout, pour le coup, moi, je trouve que ça va rajouter de la vulnérabilité économique au projet. C'est-à-dire que si on incite les teams à avoir du matériel neuf, etc., pour des retours à la voile, que ce soit sous forme de convoyage ou de course, etc., bah, finalement, on rajoute du budget intrinsèque parce que c'est de l'assurance, parce que c'est des voiles, etc. Ça ressemble à un budget d'une Transat Route du Rhum, sauf que c'est plus dur à vendre à un partenaire quand même. C'est-à-dire que dans un budget global, il y a un surcoût important pour un retour. Moi, j'y crois assez à ce côté matériel éprouvé. Et ensuite, sur les déplacements, on peut faire des choses sur les déplacements des teams, notamment aux escales à Horta, par exemple. L'Ocean Race l'a faite sur une escale où en fait il n'y avait pas le droit au team, donc les bateaux avaient leur matériel de spare, etc. et tout, et c'était un petit peu symbolique, mais en fait ça fait partie du truc, ça montre que c'est possible. Donc pourquoi pas sur des sables Horta faire pareil par exemple. Et ensuite il y a la sensibilisation, parce que comme on l'a dit, je pense qu'il y a certaines choses qui sont bien faites et ça vaut le coup de le communiquer, ça vaut le coup d'infuser les bonnes pratiques auprès des autres coureurs, mais aussi auprès des partenaires. Il y a le guide. Et enfin, pour les bateaux neufs, je pense qu'il faut pour le coup s'inspirer de ce que fait l'IMOCA. C'est qu'ils font des analyses, ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. Donc, c'est une approche qui est un peu différente du bilan carbone. C'est-à-dire qu'on va analyser plutôt des pièces et des usages sur l'ensemble de leur cycle de vie, à la fois sur les émissions carbone, mais aussi sur la fin de mise, sur le recyclage, sur l'impact biodiversité, etc. C'est assez complet. Et ça permet d'obtenir des informations. Et l'avantage de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'elle peut déclencher une approche d'éco-conception. C'est qu'ensuite, après, de la manière dont on conçoit les bateaux et surtout comment on les construit, on peut avoir une approche qui est un petit peu différente et pourquoi pas entrer dans une trajectoire un peu structurante qui serait par la jauge ou par la sélection des chantiers. C'est énormément de sujets à réfléchir, mais c'est quand même 25% du bilan. Et donc, ça vaut le coup de s'y intéresser. Ok. Donc nous, par rapport à ça, par rapport au plan d'action, on a déjà un peu anticipé sans le savoir, c'est-à-dire qu'on a fait de la prose sans le savoir, mais on va évidemment augmenter un certain nombre de sujets. Retour cargo, eh bien, comment est-ce qu'on évite les retours cargo? Soit on va créer des courses retour, ça va être a priori le cas pour la prochaine Café L'Or, puisque on a dans les tuyaux une 40 Niji qui va revenir et qui va permettre d'ailleurs aux équipes de faire l'amortissant. On va également privilégier les courses, ce qu'on appelle circulaires, type celle à laquelle on participe aujourd'hui, qui part d'un point A et qui revient au point A. Les sables Horta, c'est également une course qu'on peut qualifier de circulaire et qui évite en principe les déplacements en avion, puisqu'on a vu que c'était quelque chose d'important. Pour ce qui concerne la pérennité du matériel, on travaille toujours sur cette histoire de limitation du nombre de voiles. On a bien compris que c'était quelque chose qui était compliqué à mettre en place avant la route du Rhum parce que tout le monde était un peu frileux. Mais en tout cas, à partir du 1er janvier 2027, il y aura une règle là-dessus. Il faut savoir, il faut quand même aussi qu'on se dise les choses, c'est qu'il y a très peu de gens qui font 4 jeux de voile dans l'année. Grosso modo, tout le monde est assez vertueux. Bon, il peut y avoir accidentellement un ou deux teams qui sont très consommateurs, mais ce n'est pas la majorité du genre, pour reprendre l'expression consacrée. Donc, là encore, les teams, d'abord par les budgets, sont assez raisonnables sur ce sujet-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une espèce d'ambiance qui fait que voilà, il faut limiter le nombre de voiles. Donc, on va le faire de la façon la plus intelligente et la moins contraignante et la plus équilibrée possible, sachant que souvent, quand on met des règles en ce sens, c'est malheureusement les teams les plus riches qui arrivent à profiter au mieux du système. Donc, on va déjà sur ces points-là, on va être assez précis. Cargo, utilisation du matériel. On a parlé éventuellement des jeux de voile de convoyage. Et puis, pour ce qui est des déplacements, je sais qu'il y a des classes qui avaient
suggérer des décisions très radicales en interdisant les familles de venir, etc. Moi, je vais vous dire un truc, il y a quand même un moment donné, tout ça, c'est aussi un peu du plaisir. S'il faut faire des transats, retrouver les mêmes barbus à l'arrivée que ceux qu'on a vus au départ et pas avoir un copain ou une compagne qui est là, peut-être qu'on aura envie de faire autre chose. Donc, évidemment qu'il faut essayer d'être raisonnable dans tous les domaines, mais on est aussi là, je crois que la voile, c'est quand même aussi un esprit de liberté, de responsabilité. Faisons-nous plaisir, kiffons un peu aussi de temps en temps. On est déjà extrêmement bien, on va améliorer les points qu'on peut améliorer, et puis en avant Guingamp. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Cette présentation va être mise en ligne, donc pour ceux qui n'auront pas eu la chance de la voir, eh bien, dites-leur qu'ils pourront la revoir. N'hésitez pas à prêcher la bonne parole. C'était un peu le but de la manœuvre aujourd'hui. C'était quand même parce que les meilleurs ambassadeurs de la classe, c'est quand même les coureurs. Je pense qu'il faut communiquer là-dessus. La classe, en tout cas, sachez-le, on fera un axe de communication important. Vanessa a participé à une émission sur France Inter la semaine dernière. Il y a quelques papiers qui sortent dans la presse. Il faut rebondir là-dessus. Moi, mon ambition, je sais que on a eu des discussions avec Maxime là-dessus, c'est que j'aimerais même qu'un jour, on soit tellement vertueux qu'on améliore le bilan carbone des sociétés qui seront partenaires de nos bateaux. C'est-à-dire que lorsqu'on ira voir un partenaire, on pourra lui dire, si vous investissez dans la classe 40, votre bilan carbone, vous n'allez pas le dégrader, mais vous allez l'améliorer. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Justement en prenant des actions qui, elles, sont du coup positives et ne sont pas négatives. Ça peut être de la collecte de données en mer, ça peut être le fait qu'on impose à des bateaux neufs de payer une taxe carbone, etc., etc. Enfin, il y a plein de sujets de réflexion là-dessus, et si vous êtes intéressé à y contribuer, évidemment, au conseil d'administration, on est extrêmement attentif à toutes les suggestions qu'il pourrait y avoir. Voilà. Merci de votre attention, bonne course à tous, et à très bientôt. Voilà. Au revoir.